Bienvenue à cette 3e édition du cycle Imaginaire des futurs possibles, conçu entre le Théâtre de Vidy et l'Université de Lausanne. Aujourd'hui, on est dans la plaine de Mauverney, dans les bois du Jura. On y est depuis hier avec toute l'équipe des séminaristes, des artistes et chercheuses. Et puis, on a profité d'arpenter ce paysage en compagnie notamment d'Ernst Zürcher, qui est ingénieur forestier et qui nous a parlé de la question de l'arbre, de la forêt et de son interaction étroite avec l'agriculture. On a rencontré aussi ensuite au dîner Frédéric Hoffmann, qui est le garde-faune du canton de Vaud et qui nous a parlé en fait de son travail qui était avant tout un travail de médiation autour de l'animal sauvage. Et puis on a rencontré aussi l'agriculteur qui s'occupe de cette plaine, qui est M. Hunziker, qui nous a parlé aussi de cette question d'être locataire des terres de la ville de Lausanne. Donc on a écouté ces histoires, ces témoignages, et puis aujourd'hui on va repartir avec Faustin dans une autre forêt, qui est celle de Kisangani. Et puis on va écouter Joël et Gretchen qui vont nous parler depuis leur champ de connaissances de ce qu'est l'agriculture et la forêt, pour partager un nouveau point de vue avec vous. Je vais juste vous proposer d'écouter, de vous transporter jusqu'en Afrique centrale, en République démocratique du Congo, au nord-est, la région de Kisangani, qui est la région d'où part le gros du bois exotique qui part du Congo vers l'Europe et la Chine et les États-Unis. Et cette forêt-là, qui est en train de disparaître, mais où il y a encore des poches qui résistent, elle est très différente de cette forêt. Parce que moi, quand je me balade ici, j'ai l'impression d'être dans une plantation de monoculture. Il y a aussi des forêts de ce type-là dans cette région où il y a une essence qui domine. Ça peut être de l'Afromosia, qui est le bois le plus cher, qui vient en Europe. Un conteneur de 20 pieds d'Afromosia, c'est 900 000 $. Mais il y a beaucoup de forêts encore qui sont très diversifiées et où, à l'hectare, il y a des inventaires qui peuvent compter jusqu'à 100 espèces d'arbres, de grands arbres qui montent jusqu'à la canopée. 100 espèces différentes sur un hectare. Et ce qui est fascinant avec cette forêt, pour moi, à chaque fois que j'y retourne, à chaque fois que j'en parle avec des gens qui ont consacré leur vie à comprendre ces forêts, c'est comment toutes ces espèces cohabitent. Entre les grands arbres et les espèces herbacées qui sont tout en bas, chacun joue un rôle, chacun trouve sa place là-dedans. Et à chaque fois que je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce que nous, humains, pouvons apprendre de ça, de cette manière d'être dans un même espace, de cohabiter sans nécessairement nous écraser les uns les autres. Et donc la forêt comme une école, la forêt comme aussi une école de résilience. Parce que je disais tout à l'heure, la forêt est en train de disparaître dans cette région. Mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est que, puisqu'on a encore la chance d'être dans une région où il n'y a pas de pollution chimique du fait de l'agriculture itinérante sur brûlis contribue de beaucoup à la disparition des forêts, mais au moins, on n'utilise pas d'engrais, et qui fait qu'il suffit de laisser, on en fait l'expérience avec des amis depuis 2 ans, on a laissé un terrain qui nous appartient pendant 2 ans où on veut restaurer la forêt. En 2 ans, on voit déjà que la forêt est en train de repartir. Et donc cette capacité, cette résilience-là, je me dis, ça me donne en fait, même dans un monde qui est en train de s'écrouler, même dans un monde aussi chaotique, où tout le monde a peur des lendemains, je me dis, quand je regarde ça, je me dis, peut-être que je suis juste naïvement optimiste, peut-être que tout n'est pas perdu. Alors, bienvenue dans la forêt d'Obilo, à côté de Kisangani.
Donc Joël, peut-être je te laisse te présenter et nous expliquer sur quoi tu travailles et comment ça résonne ici, dans cet espace-là, dans lequel on se trouve, que tu connais bien. Donc je m'appelle Joëlle Salomon-Cavin, je suis géographe à l'Université de Lausanne. Je travaille sur la géographie environnementale et urbaine, ce qui veut dire que je m'intéresse beaucoup aux relations ville-nature, ville-campagne. Et je suis membre de la commission scientifique du parc naturel périurbain du Jura. Alors le parc a été créé l'an passé, mais en fait il y a eu des très longues discussions pour qu'il advienne. Donc je fais partie de la commission depuis 5 ans. Et en fait pendant ces 5 ans, on a aussi œuvré pour que le parc soit constitué. Et j'ai beaucoup travaillé en fait sur les controverses auxquelles a donné lieu la création de ce parc, en particulier la zone centrale. Donc c'est un parc qui contient une zone centrale de 4 km carrés, qui a donné lieu à beaucoup de débats avec les agriculteurs en particulier, qui ont formulé de nombreuses craintes par rapport à la constitution de cette zone centrale. Cette zone centrale, c'est un endroit où, donc vous avez à côté de vous une forêt qui est exploitée depuis des centaines d'années en fait, et c'est pour ça qu'elle est moins diversifiée en fait que la forêt dont on nous parle. Et dans la zone centrale, en fait, on va laisser libre cours à l'évolution de la forêt. L'idée étant de vraiment retrouver une grande biodiversité, puis des espèces qui avaient disparu jusque-là, en particulier des espèces d'insectes qui s'intéressent aux bois morts. Donc les plus exploités, ça veut dire voilà, on laisse aller les arbres qui tombent, la mousse qui revient et ce genre de choses. Et en fait, les agriculteurs en particulier, mais pas uniquement eux, avaient très peur en fait des impacts de cette zone centrale, par exemple sur la prolifération des sangliers, qui est un gros problème pour les cultures autour. Sur le fait que cette forêt ne serait plus accessible. Il y a aussi de nombreux usagers qui sont plaints du fait qu'on n'aurait plus accès. Et puis, sans plus développer, mais je serais ravie de vous en parler si vous avez des questions. Ce qui a été très prégnant en fait dans les controverses, donc il y a un certain nombre de communes qui faisaient partie du parc et qui en sont sorties. Donc les communes du nord du parc qui sont plus de tradition rurale et qui ont mis en avant le fait que ce parc naturel en fait allait quelque part gâcher la forêt et qu'il y avait une tradition d'exploitation d'une forêt qui était propre en ordre, comme on dit ici, et que avec cette zone centrale, finalement, c'est une belle forêt qui allait où allaient proliférer des espèces qu'on ne souhaitait pas voir advenir, que le bosc triste, dont on parle beaucoup ici, allait se développer. Et ça, c'était en opposition à un autre discours, qui était le discours du parc et des protecteurs de la nature, mais aussi de la ville de Lausanne, qui est promotrice du projet, qui était de dire, non, c'est un moyen en fait de développer la biodiversité, que d'autres espèces se développent et finalement de donner une seconde vie à cette forêt, ou une résilience pour réutiliser son terme. Voilà le genre de choses sur lesquelles je travaille. Et voilà ce que je voulais vous dire, je pense, à ce stade. Voilà. Bonjour tout le monde. Je suis Gretchen Walters, anthropologue et botaniste à l'Université de Lausanne, dans le même institut de Joël. J'ai travaillé en Afrique centrale pour l'Union internationale pour la conservation de la nature. Leur siège, c'est à Glon. Ils ont un programme forêt, et donc j'ai travaillé dans ce programme avant d'être professeur à l'université. Je travaille sur la conservation de la nature, la mise en place des aires protégées, comme on vient d'en parler, mais aussi de l'écologie historique de la forêt. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est la forêt qui raconte son histoire à travers les espèces qui sont là.
Et donc c'est un moyen de laisser la forêt parler. Et donc on peut comprendre à travers l'agriculture les espèces qui reviennent après l'agriculture. En Afrique centrale, il y a des espèces qui sont connues, qui reviennent, qui sont importantes culturellement aussi pour des communautés locales et les peuples autochtones. Et donc ces espèces aussi, et ces lieux où il y avait un champ avant qui n'est plus un champ parce que la forêt revient, qui reprend le champ, ça peut être dans certains pays, certains contextes, des lieux même sacrés, si c'est des anciennes associées avec des villages abandonnés par exemple. Et donc en racontant la forêt à travers ces espèces, on laisse parler de ces liens tissés entre la société et la forêt. Et donc voilà, je pense qu'ici tu avais évoqué déjà, Joël, le fait que les agriculteurs pensent que c'est une forêt qui était façonnée par eux pendant des centaines d'années. Et c'est la même chose j'imagine aussi chez vous. Donc on peut penser à l'avenir de ces forêts en regardant le passé aussi. Merci. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de sauvage, quand on parle de domestique, quand on parle d'indigène. Et ici, on se trouve vraiment en fait, à la frontière, à la lisière, entre une zone de nature qu'on préserve, du coup, et une zone agricole dans cette plaine autour. Et c'est vrai qu'on se disait que c'est deux mondes qu'on a délimités de manière extrêmement claire, avec une belle route macadamée d'ailleurs. Et on se demandait aussi ce que vous auriez à en dire ou ce que vous auriez envie de partager. Quand je travaille avec les étudiants, je définis jamais a priori ce que c'est que la nature. Je botte en touche, si tu veux, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens ont dans la tête quand ils parlent de nature. Et de ce point de vue-là, dans le parc périurbain du Jorat, il y a vraiment des conceptions très très différentes de ce que c'est que la nature. Donc je ne sais pas ce que c'est que la nature, mais pour un agriculteur, la nature c'est son outil de travail. C'est un outil pour lui qui doit être productif, qui doit servir avant tout à nourrir la population et c'est quelque chose qui doit être assez façonné. Ordonnée et c'est pour ça que cette idée de zone centrale a pu choquer en fait, que finalement en laissant advenir, en ne faisant rien et en laissant à la nature son rôle, c'était contre une certaine conception de la nature. On n'a pas encore parlé des forestiers, mais vous les avez vus hier. Pour ceux d'une génération peut-être ancienne, il y a le côté il faut façonner la forêt, elle doit être entretenue pour être une belle nature, mais on voit de plus en plus qu'il y a une évolution de cette définition-là. Peut-être les forestiers maintenant, ils acceptent aussi l'idée que du travail du non-humain, c'est peut-être un mot un peu comme ça qu'on utilise beaucoup en géographie, le travail des non-humains est de plus en plus accepté, c'est-à-dire on travaille en collaboration avec les plantes et les animaux qui vont aussi façonner la nature. Et puis dans ce projet de parc, il y a les acteurs de la conservation de la nature qui arrivent aussi avec leur conception de la nature, de la belle nature, de la meilleure nature, et qui est la nature qu'on laisse à laquelle on laisse libre champ, libre cours, et qui va se façonner elle-même, et quelque part où on fait confiance justement aux agents non humains pour aller de l'avant et recréer une belle forêt. Voilà. Moi, c'est comme ça que je réponds par rapport aux représentations qui peuvent être extrêmement diversifiées de ce que c'est que la nature. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose par rapport de cette approche écologie historique, en fait, souvent dans une approche occidentale, c'est de dire que la nature, c'est la séparation entre les êtres humains et le monde sauvage. Mais ailleurs, où j'ai travaillé en Afrique centrale, c'est pas ça.
En fait, on fait partie de ce monde et il n'y a pas cette séparation. Et donc, je pense qu'on passe dans ce forêt-là, on peut réfléchir, on peut apprendre de qu'est-ce que ça veut dire de faire partie de la nature, parce que aussi, c'est des forêts qui sont façonnées par des actions dans le temps, avec l'agriculture, avec de chercher du bois, de la cueillette, la chasse. Et donc, cette séparation, c'est artificiel selon pas mal des gens. Je m'inspire un peu du travail de Francis Nyamenjo, un anthropologue au Cameroun, en Afrique du Sud maintenant, qui nous incite de sortir de ces dualismes. On ne doit pas juste toujours insister le fait que c'est A et B, mais ça peut être mélange. Et donc, je pense que ça peut nous aider à réfléchir aussi, de sortir de ces dualismes entre les deux, de participer dans la nature parce qu'on fait partie. Et que justement, puisqu'on fait partie de la nature, comme tous les autres mammifères finalement, donc, les animaux, ils ont besoin de se construire des abris, parfois, des nids et tout. Bah, nous aussi, là-dedans, on va se construire une case. Et peut-être que c'est une agglomération plus importante, ça devient un village. Mais ce village, il n'est pas coupé de la nature. Et on continue à collaborer avec cette forêt dont on fait partie, parce que les peuples forestiers, nous sommes plutôt un peu paresseux. Voilà, la nature nous donne tout. On n'a pas besoin d'élever, on n'avait pas besoin d'élever des animaux parce qu'on allait en forêt, on les trouvait. On va ramasser des champignons, des chenilles, des escargots. La pharmacopée, c'est en pharmacie, c'est en forêt. On va peut-être juste cultiver un peu de manioc pour accompagner tout le reste. Et donc, la tension, en tout cas chez moi, est née avec le développement des villes. Parce que soudain, il y a des gens qui vivent en ville et qui ne dépendent plus au quotidien de la forêt, mais qui veulent jouir de la forêt comme ceux qui sont encore au village. Et en passant uniquement par le pouvoir de l'argent, en passant uniquement par les marchés. Et ça crée des tensions parce que les villes sont de plus en plus grandes. Si à Kisangani aujourd'hui, il y a 1,5 million d'habitants à peu près, on imagine. Et que le couvert forestier tout autour est en train de diminuer parce que chacun veut son bout de viande de singe ou d'antilope. Là, avec les urbains, il y a cette coupure-là maintenant, on ne sait plus. Mais pour tous les villages qui sont encore dans les forêts, il y en a beaucoup, il n'y a même pas cette distinction. Nous faisons partie de ça et c'est pour ça que dans ces contextes-là, la question de la dégradation des forêts est vraiment sensible parce que les gens disent, on va dire, c'est notre garde-manger et donc si ça disparaît, ça va nous affecter, mais ils ont besoin d'argent, les urbains arrivent, ils payent, on va prélever. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Vous avez dit tout à l'heure qu'on peut lire le futur dans l'histoire. Donc c'est quoi cette forêt, ce paysage dans 30 ans, dans 50 ans? Quand je dis quelque chose comme ça, ça dépend sur nos actions aujourd'hui. On est dans un contexte ici de la conservation de la nature avec la création d'un parc périurbain qui met une autre politique en place pour conserver. Donc je pense qu'on va avoir une évolution dans une positive pour la biodiversité, mais si peut-être on fait rien, donc ça peut aussi se dégrader. Mais l'autre chose qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que aussi le fait que c'est façonné par des actions du passé et c'est ces actions qui créent des liens entre des personnes qui cherchent des champignons, qui chassent, qui cherchent du bois. Si on retire ces types d'activités, en fait, on détruit les liens que nous-mêmes on a avec la nature. Donc, il faut trouver un équilibre avec le fait qu'on va
laisser la biodiversité faire, de revenir aussi le fait qu'on a besoin nous-mêmes d'être en contact, de se promener, de peut-être aussi de chercher, de faire la cueillette. Je fais ces genres de choses et chaque fois, ça peut recréer des liens, retisser des liens entre les personnes. C'est le fait d'habiter un lieu, de créer des souvenirs. Donc, c'est ça que peut-être je peux dire. Alors, c'est un parc naturel périurbain, c'est la forêt du Jura. Si vous êtes lausannois, tout le monde, c'est un lieu de promenade, de loisirs, de vététistes, de champignonneurs, de cavaliers. Donc c'est un lieu extrêmement pratiqué depuis longtemps. On fait du ski de fond ou des choses comme ça. Et ça va demeurer en fait. La zone centrale, on met beaucoup l'accent là-dessus, mais c'est qu'une toute petite partie du parc naturel périurbain du Jura. Et c'est qu'une toute petite partie en fait de la forêt du Jura, qui est le plus grand massif forestier vaudois en fait. Et ça va perdurer. Le gros enjeu, en fait, finalement, que rappelle aussi Gretchen, et c'est dans la définition même du parc naturel périurbain, en fait, c'est de donner accès à une nature d'exception aux citadins. Et c'est pour ça qu'on est très proche de la ville. Ça doit être des parcs qui sont accessibles en transport public. Et l'enjeu, en fait, c'est justement de donner accès à un maximum de personnes, ce qui peut être paradoxal aussi par rapport aux enjeux de protection, à une belle nature. Et cette nature, finalement, on se donne les moyens de la protéger, mais aussi de donner accès à un maximum de personnes pour éviter ce qu'on appelle la déconnexion, en fait. Donc le fait que, en particulier, les citadins ne connaissent plus ce rapport, ne connaissent plus les plantes, les espèces, voilà. On fait l'exercice. Est-ce que vous pouvez dire quels sont les arbres qui nous entourent actuellement? Ça fait partie des enjeux de ce parc, que d'intensifier ces liens. Et donc je pense que dans 30 ans, si tout se passe bien, voilà, ce sera une forêt de plus en plus fréquentée, et en même temps avec des îlots de biodiversité qui sont moins accessibles, mais qui sont aussi le moyen d'avoir des lieux extrêmement intéressants dans la forêt. Voilà. J'ajoute qu'il y a déjà des îlots qu'on appelle des îlots de sénescence, où avant la création du parc, des portions de territoire où on laissait complètement les arbres tomber et on passe à côté dans les chemins, et en fait c'est magnifique en fait, de voir ces endroits-là où on peut regarder comme ça une profusion de plantes, quoi. Voilà. Hier, on a quand même entendu parler d'une tension avec justement ce projet d'énergie éolienne qui va être distribué sur le territoire du parc. Et donc, du coup, très clairement, on voit que c'est un peu un lieu où différentes politiques de la ville s'entrechoquent, et entre le besoin de produire de l'énergie verte, mais aussi de protéger ce parc. Vous avez abordé les questions de ces éoliennes qui vont être là. Apparemment, ça va monter à 180 mètres. C'est compliqué parce qu'il y a des enjeux en termes environnementaux et de biodiversité. Et en termes environnementaux, l'énergie éolienne, elle est vertueuse, en fait. Les éoliennes, on ne peut pas les installer partout. Enfin, il faut des endroits où il y a du vent qui se prêtent à ce genre de choses. Et après, il y a des enjeux paysagers, esthétiques. Voilà, les éoliennes dans le paysage, marquent le paysage, et ça donne toujours lieu à des controverses assez importantes, y compris au sein des conservateurs de la nature, quoi, qui pour certains sont favorables aux éoliennes et pour d'autres non. Souvent
en raison de questions paysagères, esthétiques, de modification du paysage. Après, il y a aussi des questions écologiques, c'est-à-dire l'impact sur la faune, en particulier des oiseaux et ce genre de choses qui rentrent en ligne de compte. Et c'est pas facile. Et cette tension-là, nous la vivons chez nous. Nous avons besoin de la forêt pour répondre à beaucoup de besoins économiques. Beaucoup de gens vivent de la forêt directement. Aujourd'hui, on parle des forêts tropicales comme des puits pour capturer le carbone. Après, on se dit, mais oui, on va les conserver, mais nous, comment on vit, comment on construit, donc comment concilier ces impératifs économiques. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas du luxe, quoi, c'est un impératif de survie, avec aussi cette nécessité de conserver ces forêts. Au-delà des usagers directs pour toute la planète. Et comment, en même temps, ne pas réduire ces questions-là seulement à des questions économiques et de rentabilité. Merci beaucoup Joël, Gretchen. Je crois que ce qu'on vous propose maintenant, c'est pour vous réchauffer aussi, de partir en promenade, partir en balade, en marchant avec nos séminaristes. C'est le dernier moment qu'on va passer ensemble. On vous propose une dernière étape avant de se quitter. Par groupe, vous avez le droit de faire une photo, un Polaroid que vous allez nous donner, c'est-à-dire qu'après, il sera à disposition des chercheurs et chercheuses qui sont avec nous pendant tout ce séminaire et tout ce cycle. Donc vous allez faire une trace avant de partir et cette trace, elle nous sera restituée.